Chères auditrices et auditeurs de la Diaspora Chuchote, en ces jours où l'on commémore les 22 ans du meurtre policier de Semira Adamou, j'ai choisi de vous parler de mon souvenir professionnel et personnel. Ce rouge était ce que je faisais le 22 septembre 1998. Ce jour-là, c'est vers 11 heures que j'ai reçu ce coup de téléphone qui a pulvérisé chez moi toute insouciance démocratique. C'était une fin de matinée dans la rédaction liégeoise du journal Le Matin, un quotidien belge qui n'existe plus. J'avais bouclé mon papier du jour, calé les repères pour d'autres articles à venir. J'étais cool et plaisantais avec mon collègue Benoît Gilson. Il avait 25 ans, j'en avais 28, on était les plus jeunes des pages société de ce quotidien de gauche lancé depuis 6 mois en communauté française. Soudain, mon téléphone sonne. Benoît s'éclipse en claironnant le gimmick cynique des journalistes. Les affaires reprennent, Olivier. Au bout du fil, je reconnais à peine la voix d'une militante contre les expulsions des sans-papiers, comme on disait à l'époque. C'était une de mes sources dans le dossier asile et immigration. La jeune femme sanglote, elle articule péniblement, je tente de la tranquilliser. Soudain, elle me coupe et déroule ses infos avec une extrême rapidité. C'est Semira, il voulait l'expulser ce matin, mais il s'est passé quelque chose de grave dans l'avion. Les flics l'ont tabassée à mort ou l'ont étouffée. Elle a été menée d'urgence à l'hôpital, elle est dans le coma. Semira Adamou ne m'était pas inconnue. La semaine précédente, je l'avais saluée via le haut-parleur d'un téléphone fixe à Bruxelles. Elle téléphonait de la prison pour étrangers de Stenokerzeel et son temps d'appel était limité. Je lui ai proposé de l'interviewer. Elle a choisi de reporter notre entretien pour prioritairement se coordonner avec son ami et soutien belge qui était assis à mes côtés. J'ai pu écouter leur conversation. Semira m'a plusieurs fois impressionné. Sa voix vibrait d'une grande détermination et son sens de l'ironie sur ce qu'elle endurait forçait le respect. Déjà 5 tentatives d'expulsion sur sa personne qu'elle était parvenue à faire échouer à 20 ans. Ce 22 septembre, avant midi, j'ai donc foncé dans le bureau du rédacteur en chef du Matin. Lui ai tout déballé, l'assurant de la haute crédibilité de ma source, suggérant qu'il fallait absolument qu'il me donne un espace rédactionnel pour le journal du lendemain. Car ce qui venait d'arriver, médias, politiques, associations, tout le monde allait en parler. Plongé dans ses pensées, face à son ordinateur, le grand chef me jeta un œil distrait, puis me lança « Ouais, on verra. Il y a déjà pas mal d'articles qui allaient dans le journal, figure-toi. Informe-toi davantage et on en reparle. » Petit rappel aux plus jeunes, si les réseaux sociaux n'existaient pas en 1998, l'usage d'Internet avait déjà commencé à se généraliser. Mais aucun média n'avait son propre site pour balancer immédiatement de l'info. L'alerte ou le breaking news restait donc le monopole des agences de presse, Belga, AFP ou Reuters. En plus, mon journal Le Matin bouclait ses éditions très tôt. C'est-à-dire qu'à 20h, tous les articles devaient avoir été envoyés à l'imprimerie. Tandis que les concurrents, le soir, la Libre ou la Dernière Heure, pouvaient boucler jusqu'à 23h. Pas simple, avec un tel couperet horaire, de pondre des papiers pertinents chaque jour, tout en restant synchro avec l'actu. J'étais en colère. Semira était aux portes de la mort, très probablement victime d'une bavure policière, et mon rédac-chef venait de me congédier comme un stagiaire qui prend ses désirs pour des réalités. En fait, il n'avait rien pigé. Il ne m'avait même pas vraiment écouté. Mais il fallait bosser, garder la tête froide et le cœur sec, m'informer, téléphoner, écrire, être fin prêt lorsque mon chef allait enfin saisir l'ampleur du drame. Ce qui l'y a aidé, ce sont les dépêches belgas titrées Semira Adamou, tombées en cascade après notre échange. Puis, les ouvertures des JT de 13h, de RTL TVI et de la RTBF, avec pour titre Semira dans le coma. J'étais en train de malmener mon clavier lorsque j'ai senti une présence derrière moi. Le rédacteur en chef se tenait debout, à quelques centimètres de mon siège, scrutant mon écran du haut de son mètre 88. En tournant la tête vers le patron, j'ai vu, à droite, comme à gauche, les collègues présents dans la rédaction qui s'étaient immobilisés pour nous regarder. C'est durant ces quelques secondes que j'ai compris que je venais de changer de division, que j'avais gagné une étoile de crédibilité professionnelle aux yeux de mes pairs. L'info avait circulé à la vitesse de l'éclair, dans toute la rédaction. Avant l'agence Belga, avant les autres médias, j'avais informé notre chef vénéré d'un très probable crime policier dont les conséquences incalculables sur le moment risquaient néanmoins de déstabiliser le gouvernement. « Ok Olivier, j'ai vu ton truc là dont tu m'as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as en magasin ?» m'a lâché le boss faussement tranquille, qui ne me regardait plus comme un stagiaire. Je lui ai résumé mon papier en 30 secondes, en me gardant bien de lui dire que j'avais encore 3 ou 5 coups de fil de vérification à passer. Sa fossette gauche s'est soulevée légèrement, et ce détail facial signifiait qu'il était satisfait. En me tournant le dos et en accélérant le pas, il tonna à travers la rédaction « Tu m'envoies ton papier à 19h30 max, et tout de suite après, tu viens dans mon bureau. » Je lui ai transmis mon article à 19h37, pour me retrouver à ses côtés dans les 20 secondes qui suivaient. Devant son ordi, le boss était déjà en train de relifter mon papier. Sur le fond, il n'y a rien modifié, mais bien sûr, il a supprimé les titres et surtitres, pour les remplacer par ces mots. Surtitre, l'opération a mal tourné. Titre, Semira, réfugié dans son coma. À ce moment-là, je me souviens que ce rédacteur en chef que je respectais beaucoup, je lui en ai voulu. À l'époque, ou même avec 22 ans de recul, j'ai toujours honte de ces titres. Quand le boss a appuyé sur Return, quand l'article a filé dans les tubes vers l'imprimerie, j'ai pensé à toi, Semira.
Ma tête n'était plus froide et mon cœur brûlant. Je voulais tellement que tu t'en sortes, que tu vives, libre, ici en Belgique, pour entre autres, pour un jour peut-être, pouvoir en rire ensemble de cet article dont les 2 dernières lignes disaient ceci. Comme souvent, il faut des morts pour que les choses bougent. À l'heure d'écrire ces lignes, Semira vivait toujours. Ce 22 septembre, peu avant 23 heures, tous les médias audiovisuels du plat pays ont confirmé ton décès. 2 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Louis Taubac, présentait sa démission du gouvernement. Un geste d'honneur politique qui ne se fait plus aujourd'hui, lorsqu'un crime d'État se produit. Le 26 septembre 1998, plus de 5000 personnes se sont réunies pour te rendre un dernier hommage à l'intérieur et à l'extérieur de l'église Sainte-Gudule à Bruxelles. Mais 20 ans plus tard, soit le même nombre d'années que tu as vécu sur cette terre, ce sera au tour de Maouda Chaouri d'être tué en Belgique. Non par étouffement, mais d'une balle policière en pleine tête. Qu'ils sont loin, elle n'est plus jamais ça, Semira. Tellement loin qu'il y aura 5 fois moins de citoyens, soit environ 1000 personnes, pour venir saluer en 2018 la mémoire de Maouda. Cet enfant kurde âgé de 2 ans, nouvelle victime mortelle de la violence policière belge. Comme il n'y a eu qu'un seul journaliste francophone, Michel Bouffiou, pour enquêter et dénoncer les mensonges judiciaires cherchant à maquiller ce nouveau crime d'État pour mieux en protéger les coupables. Comme il n'y a aucun média mainstream pour enquêter sur la scandaleuse affaire Lamine Bangoura que la diaspora chuchote va médiatiser et mettre en débat aujourd'hui. Comme la majorité des médias belges francophones ne traitent déjà plus de l'affaire Joseph Chohanek. Ensauvagement. Ce mot préconisé par Aimé Césaire au milieu du XXe siècle pour qualifier la décrépitude raciste et colonialiste de l'Occident. Oui, sans le moindre deadline, l'ensauvagement reste chez nous d'actualité. Cet ensauvagement n'est pas la caractéristique de celles et ceux qui réclament la justice et l'égalité, mais bien de ceux qui, décennie après décennie, estiment conforme que la police belge supprime des vies.